Bonjour à tous. Voilà, alors j'ai décidé de faire une vidéo sur le traitement des psychoses et de la schizophrénie parce que, pour plusieurs raisons, parce que j'ai pu constater que, pour plusieurs raisons que je vais expliquer, lorsqu'une personne qui subit ce genre de problème psychologique, le déclic s'est fait et qui veut entamer une démarche thérapeutique pour soigner et résorber ses troubles, il y a plusieurs obstacles qui peuvent se poser sur sa route, mais notamment pas des obstacles purement en rapport avec les processus thérapeutiques, mais d'autres étapes que je qualifierais qui sont en amont, avant, d'autres étapes préliminaires, si je peux dire, qui peuvent s'opposer, faire obstacle au début de formes de soins ou de techniques de soins que peut appliquer la personne qui subit ces troubles avant même de commencer. Et je vais vous donner quelques exemples. Alors, voilà, j'ai structuré mon discours de la façon suivante. Je vais rentrer dans 4 ou 5 débats où je vais faire en sorte d'aller à l'essentiel, c'est-à-dire pour pas trop développer, pour pas alourdir le discours, de dire les points, les clés les plus importants de façon pas trop concise non plus pour que ça reste clair et facile à comprendre. Tout d'abord, l'objet de ma vidéo, la raison d'être, si j'ai décidé de faire cette vidéo, c'est parce que nombre de thérapeutes, que ce soit des thérapeutes dits de la science médicale officielle, c'est-à-dire psychiatres, psychologues cliniciens, soit les thérapeutes des médecines dites alternatives, que ce soit des naturopathes, d'autres formes de thérapeutes non conventionnels, ou même des coachs de développement personnel, toutes ces catégories-là de gens, en tout cas, pas les 2 premières catégories, mais les autres catégories, on va dire les thérapeutes de médecine alternative et les coachs de développement personnel, soit ils ne savent pas traiter ce genre de maladie, ou très mal, ou très peu, soit parce qu'ils n'en ont pas la compétence. Parce que lorsque vous allez sur Internet ou que vous lisez des livres, le nombre de sources et de documentation fiables en rapport avec le traitement des psychoses et de la schizophrénie est beaucoup plus faible en quantité que beaucoup d'autres formes de troubles psychiques, comme par exemple la dépression, la bipolarité, les troubles dysthymiques en rapport avec l'humeur, etc. etc. Je me suis aperçu que pour l'écrasante majorité des personnes qui ont ce genre de troubles en rapport avec la psychose, c'est plus ou moins un parcours du combattant pour essayer de se soigner lorsque la prise de conscience s'est faite que la personne devait se soigner ou nécessitait des soins. Et donc en fait, j'ai décidé d'essayer de contribuer à ma modeste échelle, à mon petit niveau à moi, de contribuer à combler cette lacune, cette carence de sources documentaires en rapport avec les troubles de type psychotique et les types de traitements associés en rapport avec ce type de troubles. Si vous tombez sur cette vidéo et si vous vous reconnaissez dans les exemples de troubles et de symptômes que je vais citer, à ce moment-là, on va dire que vous êtes tombé sur la bonne vidéo, parce qu'après, je vais expliquer des solutions et des techniques de soins et des techniques thérapeutiques pour essayer, à défaut de vous guérir, parce que c'est un grand mot, en tout cas de réduire, ou de résorber ou d'atténuer au possible certains de vos troubles. Que ça soit en rapport avec l'angoisse ou d'autres formes de troubles, etc., etc. Alors, comme je l'expliquais, je vais d'abord expliquer les problématiques qui peuvent s'opposer ou faire obstacle au processus thérapeutique au sens large. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de consulter un psychiatre ou un psychologue, mais par rapport à ces 2 catégories que moi j'ai inclus dans la catégorie, on va dire, médecine conventionnelle ou officielle ou institutionnalisée, ben, souvent, plus ou moins souvent, les psychiatres ou les psychologues ont tendance à rechigner à énoncer votre diagnostic, ou alors ils veulent pas, ou ils hésitent à parler ouvertement des symptômes que vous subissez ou des troubles que vous subissez, comme s'ils voulaient pas, comme si quelque chose faisait qu'ils voulaient pas. Au début on ne comprend pas pourquoi, on ne sait pas pourquoi. C'est assez mystérieux. Ou alors
soit ils vous en parlent pas du tout, ou alors ils vous tiennent des discours vagues, creux, évasifs, très succincts. Par exemple, je ne sais pas, je vais vous donner un exemple. Par exemple, ils peuvent vous dire, oui, voilà, vous avez un problème de santé et vous devez vous soigner. Comme ça, sur un ton, comme s'il balançait un poncif, le mec, tiens, pourquoi il dit ça, ça soulève tout un tas de questions qui restent sans réponse, alors que, bien souvent, hein, même quasiment toujours, la démarche à laquelle s'attendait la personne qui va consulter s'attendait à un échange, un débat, un échange d'idées autour de tout ce qui traite autour de la maladie, en tout cas les symptômes que subit le patient, pour essayer, dans une démarche tout à fait logique, puisque souvent la plupart des gens ont des notions en rapport avec la logique où pour eux ça leur semble être de bon sens et même évident d'utiliser une démarche en rapport avec d'ailleurs le diagnostic médical, hein, c'est-à-dire celle qui consiste à d'abord clarifier les problématiques pour détecter, pour déceler des troubles, pour d'abord les clarifier, les mettre en évidence, puis après essayer par le truchement de l'échange d'idées entre le thérapeute et le patient de trouver des solutions, des techniques de soins thérapeutiques, etc. Or, cette démarche, quand ça concerne les psychotiques ou les schizophrènes, n'a pas l'air d'être appliquée. Donc ça soulève un premier problème qui est le premier obstacle, on va dire, dans la liste du parcours du combattant du psychotique et du schizophrène. Alors j'ai trouvé l'explication à travers des recherches que j'ai fait et à travers les études de psychologie que j'ai commencé. En fait, voilà, il y a un livre qui s'appelle « Se rétablir de la schizophrénie » qui est écrit par le professeur Favre, qui est un éminent psychiatre suisse, enfin plus ou moins éminent psychiatre suisse, où dans son livre, en fait, je crois que c'est à la page 56 ou 57, les deux, il explique que, en fait, c'est pas que le patient qui a un problème, c'est aussi le thérapeute qui subit un syndrome. Un syndrome, ça veut dire plusieurs symptômes. Un syndrome, c'est un ensemble de symptômes. Le thérapeute lui-même subit un syndrome qui est appelé ici le syndrome de la boîte de Pandore. Vous savez, c'est un rapport avec un mythe grec qui est issu de la mythologie grecque, où le personnage de Pandore est devant une boîte fermée, et il y a un dieu, je ne sais plus lequel, qui lui a interdit formellement d'ouvrir la boîte, sous peine de malheur ou de sanction ou d'un gros malheur. Évidemment, pris par la curiosité, Pandore transgresse l'interdiction et finit quand même par ouvrir la boîte, où tous les vices humains s'échappent de la boîte et se répandent sur la terre pour semer le malheur et la discorde. Mais là, dans ce cadre médical, dans un contexte médical, ce mythe est repris pour exprimer une idée pas tout à fait équivalente, même s'il y a une composante commune évidemment, mais l'idée consiste à dire que, en fait, l'explication, la voilà, je vous la donne tout de suite, c'est le thérapeute, mais là, plus spécifiquement, soit psychiatre, soit psychologue clinicien ou psychologue, parce que eux ils le savent, souvent plus clairement que d'autres thérapeutes alternatifs. Ils rechignent à parler ouvertement des symptômes ou à vous balancer ou à vous exposer de façon directe le diagnostic parce que, tout simplement, ils ont peur que le patient fasse ce qu'on appelle une décompensation. Une décompensation, c'est un terme un peu technique, un peu savant, ça veut simplement dire que le patient de type psychotique va se retrouver en état de crise. En gros, il va avoir une crise où il va se sentir très mal. C'est à base d'angoisse très forte, pas que des angoisses mentales, mais ça peut prendre aux tripes, la peur au ventre, ou alors avec des pics d'intensité très élevés. Ça peut être rentré dans des états délirants où la personne perd le contrôle de ses facultés et commence à délirer. En psychiatrie, on appelle ça aussi des BDA, bouffées délirantes aiguës, pour démontrer que je connais aussi le vocabulaire technique. Bref, tout ça pour dire que le thérapeute, pour reformuler plus simplement, ne veut pas ou hésite fortement à vous balancer le diagnostic ou à parler ouvertement des symptômes parce qu'il a peur que vous fassiez une crise de décompensation. Et donc, concrètement, qu'est-ce que ça fait? Ça bloque plus ou moins le processus thérapeutique. Ça le bloque quasiment à la première étape ou dans les premières étapes. Ou alors ça ne le bloque pas, mais ça va le ralentir. Et pour que vous sachiez la vérité jusqu'au bout, la majorité des psychiatres pensent que, dans un premier temps, en tout cas lors des premières consultations, vous n'êtes pas en état
vous n'avez pas la capacité à commencer à gérer vos troubles ou vos souffrances psychiques sur un plan purement psychologique. Et donc sa démarche va consister, de façon très majoritaire, à d'abord vous prescrire des médicaments de type neuroleptique ou benzodiazépine, pour d'abord atténuer les symptômes, parce que c'est considéré comme une pathologie lourde, relativement lourde, très lourde plus ou moins. Et après, seulement après, il va commencer à parler petit à petit de symptômes, de troubles, de ceci, de cela, etc. Je donnerai quelques exemples après. Mais le problème, quand même, il faut être clair, c'est que ça peut prendre, parfois, facilement, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans même des fois. Et donc en fait, qu'est-ce qui se passe concrètement pour le patient, la personne qui souffre? Elle peut perdre facilement 10, 15 ans de sa vie dans d'atroces souffrances qui pourraient être évitées ou même limitées ou considérablement réduites si la bonne attitude était appropriée, on va dire. L'attitude appropriée était utilisée avec elle. Chose que je vais m'efforcer de faire dans cette vidéo, à travers, dans la deuxième moitié de la deuxième partie de la vidéo, d'énoncer des solutions thérapeutiques et psychothérapeutiques. Alors, là où je voulais en venir, c'est que, grosso modo, c'est ça, le psychiatre ou le psychologue a peur de vous tapiez une crise de décompensation. Autrement dit, c'est le syndrome de la boîte de Pandore qui subit et qu'il fait subir à son patient en bloquant le processus thérapeutique. Et le deuxième point, c'est que dans la démarche couramment, usuellement utilisée par le corps médical institutionnalisé tel que la psychiatrie, va vous prescrire des médicaments des molécules de type neuroleptique et attendre 3 ans, 5 ans, 10 ans, le temps que vous vous stabilisiez. Et lorsque vous commencez à avoir un état suffisamment stable dans votre tête, que vous retrouvez un début de capacité à pouvoir penser ou réfléchir par vous-même, petit à petit, il va commencer à vous parler de symptômes. Mais c'est un processus qui est très lent. Sauf, alors je relativise beaucoup parce que je ne voudrais pas qu'on pense que je radicalise mon discours ou que je dénigre la psychiatrie, parce que c'est absolument pas mon cas. Je ne souhaite pas dénigrer la psychiatrie parce qu'elle a des bons côtés. Je vais le démontrer de cette façon-là, en expliquant que il y a certains psychiatres qui ont également une formation de psychothérapeute. À ce moment-là, le psychiatre peut jouer sur les deux tableaux. Un coup, psychiatrie pure à base de molécules et de médicaments, et un peu à base de psychothérapie pour faire le traitement de fond, parce que l'une des infos importantes à donner, au cas où vous ne le sauriez pas, c'est que les médicaments prescrits dans ces cas de figure, ça atténue les symptômes, mais ça ne résout pas, ça ne guérit pas le problème, ou en tout cas la symptomatique ou la maladie, dans le fond. Ça ne le résout pas, ça ne guérit pas le problème. Donc, oui, il y a un chien qui aboie, désolé. Et à ce moment-là, je reprends le fil de mes idées. Donc, ça crée encore un obstacle supplémentaire si la personne n'est que psychiatre. Alors, il y a également des psychiatres d'orientation psychanalytique qui peuvent faire ce travail de fond, parce que la psychanalyse est ni plus ni moins qu'un travail de psychologie, un travail sur soi-même sur un plan psychologique qui a fait ses preuves. C'est un traitement de fond. Alors l'inconvénient, c'est que une thérapie psychanalytique peut prendre très longtemps, ça peut prendre facilement 5 à 10 ans, même plus, mais le traitement de fond est puissant et efficace. Alors, je fais une parenthèse pour essayer d'évacuer un peu une idée reçue par rapport à la psychanalyse, pour dire que elle a été beaucoup dénigrée ou remise en question ces 2-3 dernières décennies, alors que je pense que la psychanalyse n'est pas une mauvaise chose. Pour faire simple, une parenthèse assez courte, grosso modo, les 3/4, environ 75% de ce que raconte la psychanalyse est vrai. Quand Freud, le pionnier de la psychanalyse, vous parle des pulsions, à travers le ça, les pulsions de vie, les pulsions de mort, le ça, le moi, le conscient, le surmoi, le subconscient, ces instances du psychisme existent réellement. Ça a été démontré par la neuropsychologie, et ces instances existent réellement, et donc toute la vie psychique est régie à l'intérieur de ces instances, ou si vous préférez des zones, des aires,
qu'on appelle le surmoi, ou le moi, ou l'ego, le conscient, l'inconscient, le subconscient, etc. Les pulsions. Tout le monde a des pulsions, donc tout ce qui a un rapport avec la première et la deuxième topique de son livre principal, qui est le premier ouvrage de psychanalyse considéré comme tel, est vrai. C'est démontré également par le Laplanche et le Pontalis, qui est un dictionnaire de psychanalyse qui décrit toute la terminologie des termes utilisés en psychanalyse, qui sont, si vous approfondissez le sujet, aisément vérifiables, dont l'existence est vérifiable. Donc, pour revenir à ce que je disais, c'était pour nuancer, pour dire attention, les psychiatres, c'est pas des nuls, c'est pas des cons, c'est pas des bourreaux, c'est pas des incompétents, etc. Mais c'était simplement pour énoncer quelques problématiques qui peuvent freiner ou bloquer les processus thérapeutiques. Ça, c'était du côté du psychiatre, ou en tout cas du psychologue. Donc, maintenant, pour poursuivre les débats que j'avais commencé à expliquer, je suis déjà rentré dans 2 ou 3 débats. Alors, ce débat, je vais quand même le dire avant de passer aux solutions psychothérapeutiques, pour d'abord évacuer des idées reçues, notamment en rapport avec l'un des stigmates, parce que en fait les schizophrènes et les psychotiques sont beaucoup stigmatisés dans la société, dans la mentalité des gens, parce qu'ils sont souvent associés, notamment à cause des médias, à travers les médias, à des personnes à forte potentialité de dangerosité, notamment en rapport avec des formes de violence ou de criminalité ou de délinquance. Or, il est prouvé par les statistiques de la police et d'autres statistiques aussi que le pourcentage de criminalité chez les schizos n'est pas plus élevé que dans le reste de la population. À peu près équivalent à 1%, un peu moins d'1%, 0,6%. Et encore, en chipotant un peu, le pourcentage de criminalité des schizos est à peu près de 0,6-0,7%, alors que dans la population générale, c'est d'environ 1%, le taux de criminalité. Donc, c'est pour évacuer une idée reçue, parce que c'est un genre, c'est pour ça, pour dire, c'est un sujet qui a l'air lourd à traiter, hein. Je parle de psychose, de schizophrénie. Beaucoup de gens croient que c'est une maladie qui suscite des potentialités de dangerosité, alors que ça n'est pas vrai. Ça aussi, ça peut faire obstacle au processus thérapeutique. C'est-à-dire, comme j'expliquais dans mon premier essai de vidéo qui a raté, que je refais, pourquoi c'est un parcours du combattant de la part du psychotique et du schizo de vouloir se soigner, parce que, en plus des autres points que j'ai cités en rapport avec le thérapeute, on s'aperçoit que ni la famille, ni l'entourage, et ni les psychiatres, psychologues et coachs et thérapeutes non conventionnels ont les plus grandes difficultés à aider ce genre de personnes. Autrement dit, hein, si je réduis un peu le discours en caricaturant un peu, il n'y a personne pour les aider. Ils ne savent pas, ils sont complètement perdus, et on les laisse un peu à l'abandon, plus ou moins agoniser avec leurs troubles, dans des souffrances parfois atroces. Ils sont complètement démunis, désemparés, par ignorance plus ou moins totale de qu'est-ce qu'ils peuvent faire, mettre en œuvre comme technique pour s'en sortir, et pour en tout cas soit guérir ou atténuer leur souffrance. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo. En sachant que, alors j'essaye de retrouver le fil de mes idées, parce que j'ai plusieurs idées à énoncer. Pourquoi la famille est impuissante et les amis? Alors les amis, encore, c'est assez facile à comprendre, ils n'ont pas la compétence, mais la famille, ça peut être encore plus pernicieux, parce que bien souvent, les handicaps ou les difficultés que subissent les psychotiques à agir dans la vie, que ce soit pour faire la vaisselle, le ménage, ou des actions constructives, n'importe laquelle dans leur vie, que ce soit des tâches simples de la vie quotidienne que n'importe quelle autre, souvent la famille, et même parfois certains amis, font un amalgame, ils associent, ils attribuent le handicap à une forme de paresse. Et souvent, ils vont essayer de vous donner, en guise de solution très, très maladroite, un conseil un peu à l'emporte-pièce, comme ça, parce que ça les énerve en même temps, ça les agace de devoir vous expliquer ce qui pour eux est une évidence, en vous disant, mais écoute, tu as juste qu'à te bouger les fesses, active-toi, bouge-toi les fesses et agis. Et puis tu verras que c'est la meilleure forme de thérapie pour s'en sortir. Il te suffit de bouger, de te bouger les fesses un peu, et puis tu verras que ça ira mieux dans ta vie. Hein. C'est le genre de discours qui est complètement inefficace, inutile, ça ne marche pas, ça ne marchera pas, ça ne fonctionnera pas. Parce que c'est pas un problème en rapport avec de la paresse, un des vices capitaux dans la chrétienté, on voit l'influence du catholicisme là-dedans, mais bon bref, je ne rentre pas là-dedans.
Mais c'est pour dire que c'est plutôt d'autres formes de problématiques beaucoup plus complexes, beaucoup plus difficiles à démonter et à démanteler pour retrouver une aptitude, une capacité à agir pour augmenter son autonomie. Parce que c'est justement ça l'un des objectifs de cette vidéo, que j'aurais dû dire en début de vidéo, mais tant pis, je le dis maintenant. L'objectif ici est d'augmenter, déjà, premièrement, retrouver une capacité à agir pour vous, à la fois pour retrouver votre santé, votre bien-être, contribuer à votre bonheur et notamment à avoir des projets constructifs pour votre avenir, pour construire votre vie en vous projetant dans le présent et du présent dans l'avenir. Donc je réduis à deux composantes, deux aspects, la santé et des projets d'avenir, en augmentant votre autonomie. Alors maintenant, je vais commencer par le plus lourd, puis je vais passer du plus lourd au plus soft. Le premier état qui caractérise un psychotique, en psychiatrie, il y a un terme technique pour qualifier ça, pour décrire ça, on appelle ça l'anosognosie. Anosognosie. En gros, en simple, ça veut dire que c'est l'état qui caractérise une personne qui n'a pas conscience de ses troubles ou de ses souffrances ou de ses troubles. En gros, elle ne sait pas qu'elle est malade. Alors, il ne faut pas le confondre avec du déni, qui serait motivé par une forme d'orgueil, de fierté ou d'amour-propre, où la personne ne veut pas reconnaître qu'elle est malade, parce que quand c'est une maladie organique, ça va encore, on comprend, les gens comprennent facilement que quelqu'un qui a un accident, on ne peut pas lui en vouloir, on ne peut pas le culpabiliser de façon paternaliste ou moraliste sur une maladie organique, que ce soit la grippe ou un rhume, une otite, une sinusite, un accident de la route. Là, personne ne viendra vous reprocher quoi que ce soit en rapport avec cette maladie. Tandis que lorsqu'il s'agit d'une maladie mentale ou un trouble psychique, on peut soupçonner, parce que c'est quand même une mentalité qui est beaucoup implantée en Occident, en Europe ou dans les pays dits développés ou civilisés, de type moderne, ça consiste à soupçonner un vice caché derrière un handicap. Ah, s'il n'arrive pas à faire ses tâches de la vie quotidienne ou ses démarches administratives, c'est parce qu'il est paresseux. La paresse, un des vices capitaux, un des 7 péchés capitaux dans la chrétienté, dans le catholicisme. Ou alors, il ne veut pas reconnaître qu'il est malade parce qu'il est orgueilleux. Le mec, je suis orgueilleux, ah non, je ne suis pas malade. Non, non, ça n'a rien à voir avec ça. Absolument pas. C'est pas du tout ça. Souvent, les patients sont de bonne foi. C'est plutôt parce qu'il subit un trouble qui s'appelle l'anosognosie. En grec, absence de gnose. La gnose qui concerne la conscience de son état pathologique. Parce que ici, c'est dans un contexte médical. Donc, la personne n'a pas conscience de son trouble. Donc, à partir de là, ça bloque d'emblée toute possibilité de tentative ou de désir de supprimer ou de guérir de ses troubles, parce que la personne ne sait même pas qu'elle est malade. Donc, autrement dit, ça se caractérise par des situations concrètes qui ont l'air parfois, qui ont des consonances ou un accent un peu surréaliste. Quelqu'un qui se retrouve devant un médecin, un psychiatre ou un psychologue en se disant écoutez, non, je ne comprends pas pourquoi on me demande d'aller consulter, moi je vais très bien, je ne vois pas où est le problème, quoi. Et puis elle commence à tenir ce genre de discours au thérapeute. Et le thérapeute, en face, essayez d'imaginer, subit le syndrome de la boîte de Pandore. Elle n'ose pas vous contredire et vous dire ni oui ni non, parce qu'elle a peur que vous vous tapiez une crise de décompensation. Alors ça donne quoi ? 2 personnes qui se regardent entre 4 yeux, je crois qu'on appelle ça un chien de faïence. La première qui dit non, non, moi ça va, tout va très bien, madame la marquise, j'ai pas de problème et tout. Et puis en face, le thérapeute qui dit rien, ou quasiment rien, qui fait mine, ou comme en psychanalyse, oui, oui, continuez, je vous écoute, qui fait style, je vous écoute pour empâtir, pour faire de l'empathie, mais en réalité, pas vraiment. Elle a très vite capté quels étaient vos symptômes si vous en avez énoncé quelques-uns, dans le cas où vous dites, par exemple, je me sens angoissé, des choses comme ça, ou j'entends des voix, ou des trucs comme ça. Elle va rien faire, donc voilà, j'arrête là la liste des obstacles qui peuvent s'opposer au processus thérapeutique, mais pour vous montrer que, vous voyez, la problématique est très, très, à la fois complexe et lourde. Donc, pour tenter d'y remédier, je vais vous donner quelques exemples. C'est-à-dire que, j'explique, si vous vous reconnaissez à travers les quelques exemples de symptômes que je vais vous donner,
et bien à ce moment-là, ça veut dire qu'il y a de grandes chances que vous soyez psychotique ou peut-être schizophrène. Par exemple, voilà, il y a un psychiatre qui s'appelle De Clérambault, qui, au début du XXe siècle, c'est un psychiatre français, vers 1906-1907, on va dire entre 1900 et 1910, il a détecté, identifié, écrit, formalisé, de façon complètement formalisée, un ensemble de troubles, de symptômes qui s'appellent les automatismes mentaux. À travers cette appellation aux accents mystérieux, qu'est-ce que c'est un automatisme mental, se cachent des troubles dont un, parmi d'autres, j'en cite un, qui s'appelle le vol de pensée. Le vol de pensée, ça consiste à croire, à avoir la croyance fortement implantée, une croyance très très fortement implantée, que les autres, les gens autour de vous, peuvent lire dans vos pensées, ont la capacité de lire vos pensées comme si votre cerveau était un livre ouvert et que les mecs peuvent savoir exactement au mot près quelles sont vos pensées. Ça, c'est un des troubles de la schizophrénie. D'ailleurs, je précise au passage, selon un ami, il a renommé ce trouble le viol de pensée, parce que pour expliquer en quoi c'est un trouble très sérieux et assez grave, c'est parce que la personne, au niveau de l'intensité de la souffrance, c'est comparable à un viol, un peu comme une femme qui se ferait violer, sauf qu'ici, il ne s'agit pas d'un viol physique, mais d'un viol mental. C'est-à-dire que la sphère d'intimité ou ce qu'on appelle son jardin secret, son jardin intime, est violé, même s'il n'est que virtuellement, puisque c'est une croyance qui est délirante, mais la personne croit qu'elle ne peut plus avoir de pensée personnelle, penser ce qu'elle veut, de façon totalement libre, sans aucune contrainte, parce que, comme elle croit que les autres peuvent lire dans ses pensées, ça crée une souffrance, un rapport qui est comparable à un viol physique. Donc c'est quand même sérieux, grave et tout, c'est vachement flippant, ça provoque de l'anxiété, de l'angoisse, etc. D'ailleurs, il y a une des techniques thérapeutiques qui ne marche pas, ou très peu, très mal, qui s'appelle le brouillage magnétique. Moi, j'ai appelé ça aussi le brouillard de guerre. Dans certains cas, pour certains patients, pour essayer de pallier à ce problème de croyance, de vol de pensée, que les gens peuvent lire dans nos pensées, ils ont tendance à vouloir brouiller leurs propres pensées, comme s'il y avait un brouillage magnétique, pour éviter qu'on lise dans leurs pensées. Alors, ça peut marcher un peu, mais ça ne marche pas, c'est pas très efficace. C'est juste pour faire une parenthèse, pour dire voilà que la conséquence à quoi sont réduites certaines personnes quand elles sont démunies ou qu'elles ne savent pas comment elles peuvent s'en sortir vis-à-vis de ce genre de problème. Ça, c'est pour expliquer en même temps la gravité, la complexité d'un problème. Je vous laisse imaginer un coach en développement personnel qui n'a pas ou peu de formation avec ça. Comment voulez-vous qu'il soigne des automatismes mentaux, les troubles en rapport avec le vol de pensée, alors que lui, les personnes qui viennent la consulter, bien souvent, c'est des personnes qui, par exemple, manquent de confiance en elles, qui ont des troubles beaucoup moins graves ou beaucoup moins prononcés, ou des gens qui se dévalorisent, ou des problèmes en rapport avec leur narcissisme, qui ne s'aiment pas, ou des femmes qui se trouvent laides, des choses comme ça, des choses plus faciles à soigner et à résoudre, que des trucs où le mec il croit vraiment qu'on lit dans ses pensées, c'est complètement catastrophique, c'est un truc super dramatique. Bref. Ça, c'était un rapport avec la nosognosie, c'est-à-dire que ça fait partie au niveau de la démarche thérapeutique et du processus, des différentes étapes qui jalonnent le processus thérapeutique. L'une des premières, c'est la nosognosie, peut-être même la première de toutes, c'est que vous ne savez même pas que vous êtes malade, c'est-à-dire que la croyance que je viens d'expliquer là en rapport avec le vol de pensée, beaucoup même, peut-être tous, je ne sais pas exactement, mais la majorité des gens qui subissent ce trouble croient que c'est une normalité, c'est-à-dire qu'ils croient que la télépathie est quelque chose de complètement normal. Ça peut paraître complètement dingue, complètement fou, mais pourtant, il y a une certaine logique dans ce raisonnement. Pourquoi ? Parce que comme personne, ni leur famille, encore moins leurs amis, et même les thérapeutes, ne leur expliquent jamais que c'est une croyance délirante, eh bien, ils sont vraiment persuadés que tout le monde peut lire dans les pensées des autres, mais que ce n'est pas qu'à sens unique, que les autres peuvent être télépathes entre eux aussi. Donc vous voyez que c'est un problème qui a l'air insoluble, ou c'est un serpent qui se mord la queue, personne ne lui explique que c'est une croyance délirante, il finit par accepter
cette problématique très grave comme étant une normalité ou quelque chose de normalement répandu. Bref, tout ça pour dire que tant qu'il n'y a personne pour leur expliquer que non, c'est pas du tout vrai, personne ne peut lire dans vos pensées, la personne elle va continuer à entretenir des sentiments d'insécurité intérieure. Là, je développe le trouble du vol de pensée. Ça génère des sentiments d'insécurité absolument épouvantables. Des angoisses, des pics d'angoisse très élevés. La personne va flipper comme un taré, elle va être complètement déstabilisée, confuse, ça va générer de la confusion dans son esprit, elle va être angoissée, déstabilisée, confuse, etc. Bref, un massacre. En quelques mots, par rapport à quelqu'un qui a toutes ses facultés, au niveau du comportement, quand on regarde la deuxième personne, c'est comparable, c'est un massacre, quoi. C'est le mec, vraiment, il a l'air complètement jeté, le mec, on peut rien faire, quoi, il peut rien faire, en gros. Version courte et caricaturale. Hein. Voilà, je vous ai donné quelques exemples. J'ai pris volontairement l'un des plus graves, l'un des plus hard, le vol de pensée qui est classé dans la catégorie des automatismes mentaux énoncé par le psychiatre de Clérambault. Bon, je réfléchissais si j'énonçais d'autres troubles, ou alors je fais que balancer les titres de façon résumée comme ça. Ça peut être des délires de persécution. C'est-à-dire ou des délires de soumission servile. La soumission servile, ça consiste à croire que lorsque quelqu'un vous demande un service, que ce soit une personne bien intentionnée ou un gros manipulateur, dans les deux cas, ça marche, eh bien vous allez dire oui à tout. C'est-à-dire que même si on vous dit d'aller vous jeter par-dessus un pont pour vous jeter à la flotte, si quelqu'un vous l'ordonne sur un ton un peu intimidant, vous seriez capable de le faire. Quelqu'un qui vous dit de ramasser les poubelles ou de passer la serpillière dans sa baraque ou de vous demander un service abusif, vous seriez prêt à le faire parce que vous êtes dans un état de soumission servile, parce que ça provient souvent de traumatismes où on vous a menacé dans votre passé que si vous ne répondiez pas à un ordre qu'on vous donnait, soit on vous menaçait de sanctions, ou il y en a même des gens qui se faisaient tabasser réellement. Bref, ça génère des traumas, ou pour écarter la menace de façon psychotique, c'est-à-dire la psychose, ça consiste à fuir une réalité qui devient trop insupportable, et on s'enfuit dans un univers imaginaire pour se déconnecter d'une réalité qui est devenue trop insupportable. Donc la personne va fuir cette réalité, c'est-à-dire quelqu'un qui lui demande un service abusif ou quelque chose qui est dégradant ou humiliant, mais elle va quand même le faire par soumission servile à cause de peur de représailles, même si la personne ne cherchera pas à lui faire des représailles si elle essuie un refus par rapport à un service qu'elle va vous demander. Là, j'ai cité 2-3 exemples de troubles assez graves qui peuvent caractériser un psychotique ou un schizophrène. Maintenant, donc, puisque j'ai prétendu que les psychiatres ne veulent pas en parler avant 5, 10 ou 15 ans, que beaucoup de coachs en développement personnel qui n'ont pas la formation solide derrière en médecine ou en psychiatrie, ou certaines formes de médecine alternative, telles que même la naturopathie par exemple. Un naturopathe va vouloir vous soigner notamment à travers l'alimentation. Ça n'a rien à voir avec le traitement de fond psychothérapeutique, soigner le psychisme par des exercices, des techniques de soins psychologiques. Donc, c'est pour vous expliquer que, à travers ces exemples que je vous ai donnés, oui, les thérapeutes, les coachs, tout ça, la plupart ne pourront pas vous soigner. Je ne dis pas qu'ils sont tous incompétents, il y en a qui vont peut-être trouver des techniques qui seront bonnes, bref, tout ça pour dire que la plupart du temps, ça risque de ne pas marcher. Alors j'avais cité dans mes notes que parfois, ça peut être une bonne chose d'aller consulter un magnétiseur, parce que ça c'est la version ésotérique, psycho-énergétique, ce n'est pas un trouble de type organique, c'est-à-dire, pour faire simple, ce n'est pas le cerveau qui dysfonctionne, c'est soit un problème au niveau des corps énergétiques, soit il y a un trou dans l'enveloppe psycho-énergétique de la personne, et la personne, là il y a deux types de conséquences. Lorsqu'il s'agit d'un trou dans l'enveloppe psycho-énergétique, alors il y en a qui appellent ça l'aura, il y en a qui appellent ça le corps astral, ou les corps subtils, le corps éthérique. Bref, toute cette terminologie en rapport avec la spiritualité et l'ésotérisme, moi j'utilise le terme de enveloppe psycho-énergétique pour que ça soit plus consensuel. Donc en fait, chez certains patients dits psychotiques, en réalité, selon la version spirituelle, c'est pas son cerveau qui dysfonctionne, ou alors, pour être encore plus précis, c'est son cerveau qui dysfonctionne, mais a posteriori. C'est-à-dire que là où la psychiatrie, à mon humble avis, se trompe,
fait une erreur, c'est que la psychiatrie, elle, n'est pas de dimension holistique, qui vient du grec holos, qui veut dire tout, c'est-à-dire qui prend en considération toutes les sphères de l'être, de la personnalité, là où la médecine de type institutionnalisé, pour ne pas dire scientiste, ne prendra en considération que la sphère purement organique, c'est-à-dire le corps physique. Les autres formes de médecine vont chercher à prendre en considération les corps dits subtils, ou les corps énergétiques, en rapport avec l'électromagnétisme ou des formes d'énergie de ce type, que je ne développe pas. Dans le cas des psychotiques, ces corps énergétiques, il peut y avoir un trou, plus ou moins béant. Et là, il y a deux types de conséquences. La première conséquence, ça c'est un truc très rare, c'est-à-dire vous trouverez très peu ou pas d'informations en rapport avec ça, je suis modestement l'un des seuls à l'expliquer. Vous avez un trou dans votre enveloppe psycho-énergétique et la première conséquence, c'est que votre énergie à vous, celle que vous générez, va se répandre à travers ce trou, elle va se disperser à l'extérieur et elle va diminuer plus ou moins fortement la densité de vos corps énergétiques. La densité, c'est-à-dire la solidité, si vous préférez, l'aspect compact, dur, dense de votre corps énergétique. Mais alors, ça ne va pas se caractériser par une faiblesse de tonus. C'est pas tout à fait un rapport avec le tonus musculaire ou l'énergie ou le dynamisme c'est pas tout à fait un rapport avec ça. C'est plutôt un rapport avec une diminution ou une perte des facultés mentales intellectuelles. Je m'explique, c'est-à-dire que par exemple, si vous subissez ce problème, vous allez subir une baisse de vos facultés de concentration. Vous allez avoir du mal à vous concentrer. Vos idées vont partir un peu dans tous les sens, vous allez avoir un fil de pensée là, vous allez penser à un truc, au dentiste, puis tout de suite après, vous allez zapper sur une considération métaphysique, après vous allez penser au garagiste, après vos idées partent dans tous les sens. Parce que l'enveloppe psycho-énergétique autour de la tête et du haut du corps est percée, donc ça va avoir une fuite de l'énergie psycho-mentale qui va se sortir du corps et se disperser autour de vous, et vous la perdez. Ça va générer des formes de confusion et de difficultés de concentration. La concentration est plus dure à avoir, donc des handicaps, finalement. La deuxième conséquence, c'est que si l'enveloppe psycho-énergétique est trouée, ça va contribuer à inciter à ce que des entités externes de type malveillante ou néfaste ou toxique ou malsaine à venir se greffer sur vos corps énergétiques et, pour parler vulgairement, vous foutre la misère. Vous générez, amplifier vos troubles. Par exemple, ça peut être une augmentation de l'angoisse. C'est-à-dire qu'une petite angoisse va être multipliée par 10 en intensité. Ce que je veux dire par là, c'est que, par rapport à ce point-là, c'est que c'est pas forcément à interpréter comme dans l'angéologie chrétienne des anges et des démons. Oui, alors, grosso modo, c'est un peu ça, mais je souhaite être plus précis parce que c'est pas forcément, parce que ça peut effrayer les gens, surtout les psychotiques. Au début, quand on leur explique ça, ça peut les faire flipper. C'est pas un démon qui se ramène en tant que tel, c'est-à-dire une entité invisible, intelligente, un peu comme un être humain, mais qui est invisible et intelligent, qui se ramène dans votre corps psychique et qui va vous posséder, un peu comme dans le film L'Exorcisme. C'est pas tout à fait ce trip-là, bien que ça peut exister, mais j'en sais rien. Mais c'est pas ça que je veux expliquer. Ce que je veux dire, c'est que pour l'expliquer à un degré plus soft, plus cool, c'est que vous savez, il y a des gens, on appelle ça des hyperempathes, ou des gens qui ont beaucoup d'empathie, ou des hypersensibles. On appelle ça des hypersensibles ou des hyperempathes, des gens qui ont beaucoup d'empathie. Quand ils vont être en présence d'autres personnes ou d'une autre personne, eh bien, elles vont avoir une forte empathie avec elle. Et ça va ouvrir des canaux énergétiques où la personne va être comparable à une éponge qui absorbe tous les sentiments et les émotions et les énergies de l'autre personne qu'elle a en face d'elle. C'est-à-dire que si la personne est saine, ça va, pas de problème. L'échange d'empathie peut se faire. Mais si la personne est plus ou moins, je sais pas moi, malsaine, toxique, néfaste, parce qu'elle-même se traîne des parasites énergétiques sur elle, eh bien l'autre personne par empathie va également les recevoir. Il va y avoir transmission d'énergie négative à cause de ce trou dans l'enveloppe psycho-énergétique. Donc voilà,
Voilà les deux conséquences dans la version spirituelle de la psychose. Quand on sort du cadre purement psychiatrique, en gros, l'explication, ça donne ça, ce que je viens d'expliquer. Maintenant, par rapport au remède, pour densifier le corps, redensifier le corps énergétique et fermer les trous, il y a plusieurs techniques, notamment une qui est plus adaptée que les autres. En gros, ça s'appelle la technique de la bulle. On peut dire aussi la technique de la bulle dorée. Ça consiste à imaginer que vous avez une bulle autour de vous, alors à plus ou moins grande distance, ça peut être jusqu'à 1 ou 2 mètres, ça peut être plus près du corps, ça peut être une petite enveloppe qui entoure un peu comme l'aura, tel que c'est décrit par l'effet Kirlian dans les expériences pour essayer de détecter l'existence de l'aura. Mais non, l'aura c'est pas ma copine, c'est le corps énergétique. Bref, trêve d'humour. C'est pour dire que la technique de la bulle dorée, si vous visualisez mentalement une bulle qui vous entoure, si possible de couleur jaune doré, c'est plus efficace, ça marche mieux, et bien ça va redensifier et fermer la porosité de votre enveloppe énergétique, ça va au contraire la densifier, et ça va vous aider à retrouver de meilleures facultés de concentration, des facultés mentales, etc., intellectuelles, et vous pourrez mieux réfléchir, mieux raisonner de façon plus fluide, sans qu'il y ait des perturbations mentales à base de fading, à base de barrage mental, de confusion, etc. Fading, barrage mental, j'expliquerai tout ça après. Bref, l'autre point, là où je voulais en venir, c'est qu'il y a une autre technique, et d'ailleurs celle-là, elle n'est pas ni ésotérique, ni spirituelle, elle est énoncée par Kraepelin, qui est l'un des pères fondateurs de la psychiatrie. C'est l'un des premiers à avoir parlé de la schizophrénie, Kraepelin et Bleuler. C'est les deux qui ont parlé de la schizophrénie en premier, qui ont mis en évidence cette pathologie quasiment vers les tout débuts de la psychiatrie. Et d'ailleurs, Kraepelin donne une des solutions thérapeutiques aux schizos et que malheureusement, j'ai quasiment jamais entendu un psychiatre en parler, je trouve ça bien dommage d'ailleurs, où il explique Kraepelin, parce qu'il a vu très juste Kraepelin, même si c'est un psychiatre et qu'on peut ne pas être d'accord avec la psychiatrie à cause de l'effet vol au-dessus d'un nid de coucou où on stigmatise la psychiatrie, il a expliqué que justement à cause de ce trou dans l'enveloppe énergétique, les schizophrènes et parfois les psychotiques leur champ de conscience est trop large. Ça veut dire quoi? Qu'ils pensent, il y a trop de choses, il y a trop d'informations dans leur conscience, ça les gêne plutôt qu'autre chose. Et en plus, il y a une fuite des idées. Je crois qu'on appelle ça, porte un nom en psychiatrie, la fuite des idées, ça s'appelle, c'est pas la logorée, c'est la... Ah, je sais plus. Il y a les idées de référence, mais je ne me rappelle plus le terme technique, mais ça n'a pas d'importance. Toujours est-il que à la fois, il va y avoir trop de pensées dans la tête parce que vous avez un champ de conscience qui est très élargi, très, très vaste. C'est comme si c'est comparable à un récipient, sauf que vu que c'est une bouteille d'un litre, c'est un tonneau de 500 litres, quoi. Vous avez trop d'idées, mais en même temps, elles partent dans tous les sens et dès que vous captez une idée, elle repart tout de suite. Donc ça engendre une difficulté à construire des raisonnements pour avoir des projets, pour construire, pour avoir des actions et avoir des plans, pour avoir des plans dans la réalité pour agir. Donc Kraepelin explique que si le champ de conscience est trop large, la solution conceptuelle, ça consiste donc à réduire, à restreindre, à réduire le champ de la conscience. Alors ça c'est l'explication de la solution. Maintenant, si vous avez ce problème, la méthode pour y parvenir, parce que là aussi, encore une fois, il peut y avoir un problème. Même si un psychiatre vous explique ça, il ne vous a toujours pas donné la solution. Je viens d'expliquer qu'il faut réduire le champ de la conscience, mais je n'ai pas dit comment. Pour restreindre le champ de la conscience, j'ai expliqué la technique de la bulle dorée, qui contribue beaucoup, mais ça consiste aussi, il y a une autre technique qu'on peut utiliser sur un plan plus intellectuel, mental que psycho-énergétique. Ça consiste, comment je peux dire ça, à imaginer des œillères, un peu comme on met à un cheval, des œillères, pas complètement devant les yeux, mais à peu près par là. Ça peut être un carré de noir ou un rectangle noir de chaque côté là, comme ça, à les visualiser mentalement et que les idées que rebondissent dessus,
et qu'elle s'arrête vers le milieu quand vous regardez droit devant vous, et vous visualisez l'idée à laquelle vous pensiez, et vous vous arrêtez dessus. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un exercice qui consiste à faire l'effort de ne pas, dès que vous zappez, dès qu'une idée vous en inspire une autre, vous bloquez volontairement le processus de passage d'une idée à une autre de fil en aiguille, parce que ça s'appelle la fuite des idées, c'est une perte partielle de conscience. Au contraire, vous vous focalisez sur une seule idée, et si possible celle qui concerne des projets ou des plans en rapport avec des tâches à effectuer pour réaliser des objectifs dans la réalité. Exemple, vous marchez dans la rue pour aller voir le dentiste, et à cause de ce trou dans l'enveloppe énergétique, il y a beaucoup de psychotiques et de schizos. En quelque sorte, ils sont happés, comme un aspirateur, ils sont happés par la vision de l'environnement immédiat, le décor, le paysage. Ils se baladent dans la rue, en gros, le mec qui marche et tout. Et puis il va voir des arbres, des trottoirs, des bagnoles, des voitures, tout ça. Et ça va lui faire oublier les idées à laquelle il était en train de penser. Par exemple, je marche dans la rue pour aller chez le dentiste parce que j'ai rendez-vous chez le dentiste à 15h. Ça, c'est l'idée principale. Et il peut penser par exemple au dentiste, qui va lui faire penser de fil en aiguille au bâtiment. Le bâtiment va lui faire penser à la brique. La brique va lui faire penser à la couleur rouge. La couleur rouge va lui faire penser à un t-shirt. Un t-shirt, donc c'est une sorte de fuite des idées comme ça qui fait penser un peu à de la logorée, sauf que là elle est purement mentale, elle n'est pas énoncée. Donc si vous pratiquez cette technique de la bulle psycho-énergétique et des œillères mentales, vous allez focaliser en vous arrêtant sur une seule idée à la fois, une idée à la fois, une seule à la fois, etc. Ça c'est une technique psychothérapeutique qui marche et qui est plutôt efficace par rapport à ce genre de troubles. Maintenant, il y a une autre technique qui s'appelle, moi j'ai appelé ça la technique en 3 phases, qui ma foi est efficace, elle marche bien aussi, en tout cas, peut-être pas chez toutes les personnes, mais en tout cas, elle sera sûrement efficace vis-à-vis d'un certain nombre de personnes. La technique des 3 points ou des 3 phases, voilà, j'explique le processus. Ça consiste en fait à préparer une action en la séparant en 3 étapes. Voilà, vous imaginez, c'est en 3 phases, en 3 étapes. La première étape, en fait, c'est une étape dite de préparation théorique. C'est-à-dire que, par exemple, vous devez premièrement vous fixer un objectif à réaliser en rapport avec votre vie. Je donne un exemple simple et facile, par exemple faire du ménage, ou la vaisselle, du repassage, l'aspirateur, que sais-je d'autre, ranger des papiers, ou même autre chose, un rendez-vous chez le garagiste, n'importe quoi, ou voir des amis, ou aller au travail, n'importe quoi. Vous vous allongez dans le canapé, tranquille, en vous détendant au maximum, et puis alors, dans un premier temps, vous allez réfléchir et déterminer un objectif que vous voulez vous fixer. Ça peut être faire la vaisselle, par exemple. Et ensuite, dans un deuxième temps, toujours dans la phase numéro 1, de prépa théorique, vous allez réfléchir à tous les obstacles qui peuvent s'opposer à la réalisation concrète de cet objectif. Par exemple, ça peut être « Ah non, je ne veux pas faire la vaisselle parce que j'ai peur. Non, j'ai la flemme. Non, ceci, non, cela. Tel obstacle, tel obstacle. » Et puis vous essayez de trouver des solutions, d'abord uniquement sur un plan mental, intellectuel, des solutions qui, au moment où vous passerez à l'action, vous allez les mettre en application pour essayer d'avoir toujours pour objectif de parvenir à réaliser la tâche que vous vous êtes fixée. Deuxième phase, vous vous levez, et donc c'est la phase d'action proprement parlée, proprement dite, où là, vous vous efforcez de réaliser la tâche en question. Là, ici, faire la vaisselle, ou le ménage. Voilà. Alors, pendant la phase d'action, que la tâche soit réalisée, que vous ayez réussi votre objectif ou pas, au début, ça n'a pas d'importance, c'est pas grave même si vous n'y arrivez pas. Le but, c'est simplement d'essayer. Et alors, dans tous les cas, que vous y arrivez ou pas, la troisième phase, c'est que vous vous rallongez dans le canapé, et puis vous faites le point. Moi, j'appelle ça un débriefing. Dans les entreprises, ils appellent ça un débriefing. Après avoir essayé un projet, on fait le point en se donnant des retours. Donc, vous donnez des retours, vous faites le point sur qu'est-ce qui a marché ou qu'est-ce qui n'a pas marché pendant la phase d'action, la phase numéro 2. Et puis après, vous faites tourner en boucle cette démarche en trois étapes. Et puis vous la renouvelez, vous la répétez, vous la répétez, vous la répétez.
Là, c'est la technique de la répétition de cette démarche. Et au bout d'un moment, dans votre esprit, ça va produire un double effet qui se coule. Le premier effet qui se coule, c'est qu'à force de répéter ça, ça va finir par résoudre certains problèmes qui vous empêchaient de passer à l'action. Donc, ça va générer une baisse du handicap et donc une augmentation de l'autonomie. Deuxième effet qui se coule, c'est que ça va, de fait, si, admettons que même si c'est que théorique, vous ne réussissiez que 50%, la moitié des objectifs que vous vous êtes fixés, ben, c'est déjà 50% des actions qu'avant vous n'auriez pas faites, que maintenant vous allez pouvoir faire grâce à cette démarche en trois phases que vous devez répéter. Donc en fait, je récapitule, préparation théorique, action, débriefing. Une fois que le débriefing est terminé, vous recommencez le même processus en 3 étapes. Première action, prépa théorique. Je détermine un objectif, plus l'analyse des problèmes qui peuvent s'opposer à la réalisation de l'objectif. Une fois que tout ça est clair dans votre esprit, que vous vous êtes préparé, ça peut être même pour se raser. Il y en a, ils n'arrivent pas à se raser. Qu'est-ce qui peut s'opposer? J'ai la flemme, etc., etc. Deuxième étape, action. Vous agissez. Là, vous vous levez, vous le faites réellement, concrètement. Troisième étape, vous revenez à la position initiale et vous faites le point. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, est-ce que j'ai réussi ou pas, vous faites le point. Et vous recommencez et vous faites ça, je ne sais pas moi, 5, 6, 7, 10 fois par jour, 7 à 8 fois par jour, vous verrez que ça finira par porter ses fruits. Ça, c'est la technique en 3 phases. Maintenant, je vais terminer par la technique du rouleau compresseur. Et puis, ma vidéo s'arrêtera sûrement là. La technique du rouleau compresseur, alors c'est un terme que j'ai inventé, mais on peut retrouver l'équivalent en PNL, c'est-à-dire en programmation neurolinguistique. La programmation neurolinguistique, comme son nom l'indique, ça consiste à reprogrammer son cerveau pour, en quelque sorte, réinstaurer de nouvelles pensées, de nouvelles idées, en rapport avec des choses plus saines, pour assainir son esprit, c'est-à-dire en rapport avec la santé, ou bien avec des idées plus constructives, c'est-à-dire pour construire des choses en rapport avec votre vie, c'est-à-dire en rapport avec vos désirs, ce que vous avez envie d'avoir dans la vie. J'ai envie d'avoir un ordinateur, j'ai envie d'être heureux, j'ai envie d'avoir une maison, un logement, une femme, des enfants, que sais-je, n'importe quoi. Toutes ces formes d'objectifs doivent d'abord être pensées. Et si vous entretenez d'autres pensées en rapport avec des choses négatives, comme par exemple la dévalorisation, ça va vous limiter, ça va vous empêcher de parvenir à contribuer vous-même à votre propre bonheur. Puisque certains coachs vont jusqu'à dire que nous sommes responsables de notre propre bonheur, même si je n'aime pas cette phrase et si je ne suis pas d'accord, entre parenthèses, parce que ça n'est pas complètement vrai. Cette phrase, c'est de la rhétorique. Tout comme les phrases qu'on peut vous balancer comme nous créons ce que nous pensons, c'est également de la rhétorique. C'est-à-dire que c'est pas complètement vrai, c'est pas complètement faux, mais sachez que tout ce que vous pensez ne sera pas créé. Et de même pour votre bonheur ne repose pas uniquement sur vos propres actions. Le bonheur dépend aussi des autres personnes et de vos conditions d'existence dans votre environnement. Donc c'est juste pour nuancer ce point-là, pour dire que, attention, pour pas tomber dans la rhétorique, ou pour pas qu'on me taxe de rhéteur, ou que je balance des idées toutes préconçues, qui ont l'air très simples, mais qui sont de la poudre aux yeux, c'est pas du tout des illusions. C'est complètement vrai que si vous avez des démarches, des pensées saines et constructives, ça va contribuer à enclencher un cercle vertueux qui va briser le cercle vicieux. Alors, en gros, maintenant j'explique concrètement. Le cercle vicieux, c'est des pensées en rapport avec premièrement, la dévalorisation de soi. La dévalorisation, petit développement, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va tenir des discours du style, c'est-à-dire qui pense que « Ah, je suis nul. Non, je suis mauvais. Je ne suis pas capable de faire ça. » Ou alors des pensées de découragement, de démoralisation. « Ah non, j'y arriverai pas. J'aimerais avoir mon permis de conduire, mais j'y arriverai pas. » Non, c'est pas vrai. C'est parce que vous croyez que vous n'y arriverez pas que effectivement ça devient réel, ça devient une incapacité réelle, mais que vous générez vous-même, sans vous en rendre compte, vous générez vous-même une limitation où vous créez vous-même un obstacle pour vous empêcher d'avoir votre permis de conduire ou un diplôme ou une compétence ou un talent.
à cause de cette croyance qui est fausse. Elle n'est pas fausse, mais elle est limitative, elle va vous limiter. On appelle ça en développement personnel des croyances limitantes. Donc en fait, quelques exemples de techniques pour y remédier. Avant de passer à l'étape d'une démarche et d'un comportement sain et constructif, sain pour la bonne santé, constructif pour construire son bonheur, ça va consister à faire une étape préparatoire à base de la technique du rouleau compresseur. Alors, le rouleau compresseur, c'est pour expliquer que parfois, dans certains cas de figure que je n'explique pas, ne faire que se raisonner pour déterminer une action à entreprendre ne sera pas suffisant, parce que les idées négatives sont trop envahissantes et obstruent complètement les pensées. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui raisonnent à 95 ou à 100% que de façon négative. Ils ne se rendent pas compte que ça bloque complètement le processus d'accès à leur propre bonheur. Donc en fait, le rouleau compresseur, c'est une technique qui consiste à se dire, à imprimer de force des pensées en rapport, des pensées saines, c'est-à-dire en rapport avec la revalorisation de soi. Oui, je suis un mec bien. Oui, je suis une femme belle. Oui, je mérite d'être respecté. Je suis respectable. Je suis digne d'intérêt. Oui, j'ai des talents. Oui, je sais faire des choses. Et alors, des études scientifiques en psychologie, en psychoneurologie ont démontré, ont prouvé que le cerveau opère des cycles de environ 28 jours. C'est-à-dire que si vous répétez une pensée, un peu comme un mantra dans le bouddhisme, pendant environ 28 jours, les pensées que vous allez générer de votre propre chef à partir de votre conscient et de votre ego, de votre propre volonté, vont d'abord se situer dans le champ de votre conscience, et après elles vont transiter à travers des couches dans votre esprit, des strates, à travers la mémoire à moyen terme, puis à long terme et dans l'inconscient. L'inconscient va traiter ces nouvelles pensées que vous instaurez de force, d'où la métaphore du rouleau compresseur, pour générer des pensées qui soient plus saines et plus constructives pour vous lorsqu'elles vont revenir par effet retour, comme un boomerang que vous jetez, dans le champ de votre conscience. Et vous verrez que ça va refluidifier vos pensées en rapport avec des pensées plus cool, plus saines, plus bonnes, plus constructives. Ça, la technique du rouleau compresseur, il y a un côté un peu bourrin, c'est vrai, mais parfois il n'y a pas le choix, ça marche, ça fonctionne. C'est un peu comme la TCC, la thérapie cognitivo-comportementale, sauf qu'elle est que sur un plan mental et pas sur le plan de l'action. Voilà, donc avec toutes ces techniques que j'ai expliquées, la technique du rouleau compresseur, la technique des œillères psychiques par visualisation mentale, la technique de la bulle dorée, la technique en 3 phases de préparation théorique d'une action, action, retour, debriefing, etc., va vous permettre de vous donner quelques billes, quelques outils thérapeutiques pour le fait aussi de savoir qu'on ne peut pas lire dans vos pensées, pour retrouver un sentiment de sécurité intérieure. Tout ça, l'objectif, c'est de recréer une sphère mentale qui soit à la fois sécurisée, saine, stable et bonne, positive. Voilà, je vais arrêter là la vidéo parce que je m'aperçois qu'elle est proche d'une heure, presque une heure. Donc j'ai dit beaucoup de trucs, tout en espérant qu'elle sera utile à des psychotiques ou des schizophrènes pour les aider à mieux vivre. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.